Au sommaire de votre journal ce soir, les Bleus sont en finale. Après s'être imposés face à la Belgique 1-0, il ne reste plus qu'un obstacle avant que les hommes de Didier Deschamps ne s'emparent de la Coupe du Monde. Des images de l'engouement guyanais à venir dans votre journal. Nous recevons ce soir le maire de Cayenne, Marie-Laure Finera-Hort, a répondu à notre invitation. Nous aborderons ensemble le cas de tuberculose détecté dans ses services, le déficit de la commune et le nouveau tracé du Tour des Guyanes qui n'arrivera pas cette année place des Palmistes. Après les Bleus, deuxième réussite du jour, mais locale cette fois-ci. 40 élèves en filière de bâtiments et travaux publics se sont vus décerner le prix de l'excellence pour la qualité de leur parcours scolaire. Un moment de fierté que nous partagerons avec vous dans quelques instants. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Je suis ravie de vous retrouver pour cette tranche d'information locale et régionale. Les Bleus sont en finale 20 ans après la Coupe du Monde de 98 et pour la troisième fois de leur histoire grâce à un but de Umtiti. Durant 90 minutes intenses, la Guyane a retenu son souffle, accroché aux actions des hommes de Didier Deschamps, un moment hors du temps que nous propose de revivre Pierre Tréfou. Notre invitée de ce soir est Marie-Laure Finera-Hort, maire du chef-lieu qui a accepté de faire un tour de l'actualité en notre compagnie. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Première question, avez-vous suivi le match de cet après-midi? Obligatoirement, même si au départ j'étais pour le Brésil. Mon cœur penche toujours entre le Brésil et la France. Le Brésil étant éliminé, voilà, je suis pour la France. Et donc j'étais très heureuse de regarder le match cet après-midi. Entrant dans le vif du sujet, avec la détection d'un cas de tuberculose dans vos services, quelle est votre position suite à cette annonce? Alors, premièrement, je ne comprends pas pourquoi on parle d'un cas de tuberculose, parce qu'il n'y a même pas de suspicion de tuberculose. J'ai un agent qui a eu un malaise dans la rue et qui a été transporté, je ne sais pas d'où vient cette information. En tous les cas, je ne suis pas restée insensible, puisque mes services se sont rapprochés de la Croix-Rouge, puisqu'on sait bien que c'est la Croix-Rouge qui s'occupe de la tuberculose, et nous attendons les résultats. Cet agent est hospitalisé et je ne sais pas d'où sort cette information. Donc Je ne peux rien dire, j'attends le retour en tout cas du médecin de la Croix-Rouge. Un autre avis, toujours en matière de santé, vous qui exerciez donc une profession médicale, oui. Quelle est votre position vis-à-vis de la situation actuelle du CHAR? Écoutez, on dirait que la situation commence à s'éclaircir, mais c'est vrai que je le redis, comme je l'ai toujours dit, il y a eu la mission, mais moi je pense qu'il serait bien que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, puisse se déplacer sur notre territoire pour qu'elle puisse toucher la réalité. Parce qu'en fait, à 8000 km, je le redis, les ministres ne sont pas en mesure de porter, en tout cas, de prendre des décisions pour nous. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On nous voit à la télé, on nous voit loin, alors qu'il serait plus simple que Mme Buzyn se déplace, qu'elle vienne à la rencontre de la population guyanaise pour pouvoir entendre cette population. La Cour des comptes, revenons dans l'actualité, donc la Cour des comptes a publié aujourd'hui un avis de contrôle budgétaire concernant la mairie de Cayenne. Tout à fait. Avant d'échanger, je vous propose de regarder ce papier de Ayodele Germa. D'accord. Selon le constat de la Chambre régionale des comptes, le budget primitif de 2018 de la commune de Cayenne a été voté avec un déséquilibre de moins 33,8 millions d'euros. Elle demande au conseil municipal de Cayenne de rectifier le tir dans un délai d'1 mois en adoptant des mesures de rétablissement de l'équilibre présentées par la Cour. Cet équilibre ne sera pas atteignable en un seul exercice. La Cour des comptes demande donc un retour à l'équilibre au plus tard le 31 décembre 2024. Quelles sont les pistes qui sont explorées par votre conseil pour justement résorber ce déficit? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, vous n'avez pas les détails. Vous avez un chiffre qui ne veut rien dire d'ailleurs, et pour vous et pour nous, puisque nous avons reçu l'avis provisoire
Et là, en ce moment, justement, mes services, en tout cas Madame la DGS, sont en train de travailler pour y répondre. Et d'ailleurs, je pense que je demanderai une audition devant la Chambre régionale des comptes, parce qu'il y a des choses que je trouve inadmissibles. Mais ceci dit, dès la présence de la Chambre régionale des comptes en février, la ville de Cayenne avait déjà pris des préconisations. Par exemple, pas de paiement des heures supplémentaires, suppression des manifestations qui demandent des contributions financières, comme par exemple la baignade surveillée, comme le Cayenne Jazz Festival, la fête de Cayenne, les vœux du maire, voilà, le Tour de Guyane, par exemple, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Cette année, dès le mois de février, j'avais déjà expliqué que je ne pouvais pas contribuer au Tour de Guyane parce que justement, il me fallait sortir la tête de l'eau avec ma municipalité. Donc voilà, il y a des préconisations. Les préconisations de la Chambre régionale des comptes, qu'est-ce que c'est? C'est licencier 600 personnes et puis augmenter les impôts de Cayenne. Deux préconisations que je refuse. On va trouver des solutions, puisque nous avons déjà commencé à mettre en place les préconisations. Et je sais qu'avant 2024, on va arriver à résorber le déficit. Mais en tout cas, sachez que nous avons un mois pour répondre à l'avis provisoire, parce que ce n'est qu'un avis provisoire. Maintenant, à charge pour la mairie de justifier, d'expliquer, d'apporter des éclairages pour qu'ensuite le rapport définitif sortira certainement fin août. Quel type d'éclairage, de quel type d'éclairage parlons-nous par exemple? Ils visent, bon, c'est sûr, les RH sont très visés, je vous le dis franchement, ils sont très visés. Il n'y a pas de ce qu'ils appellent dépenses dispendieuses, c'est quoi? C'est aux environs de 420 000 euros, mais qu'on va expliquer. C'est des choses de tous les jours. Et puis, qu'est-ce qu'ils demandent? De supprimer des marchés, de travailler en régie plutôt que de faire appel justement à des marchés. Donc nous sommes en train de travailler sur ces pistes et c'est la raison pour laquelle moi je crois en mon administration et je sais qu'on va y arriver, en tout cas bien avant 2024. Tout ce que nous savons déjà, c'est que nous n'allons pas être sous tutelle. Ils vont nous proposer un plan de redressement. Comme vous le savez déjà, j'ai signé le plan Cahors avec l'État. Donc avec tous ces éléments, je pense qu'on arrivera à sortir de la tête dès lors que nous restons fidèles en tout cas aux préconisations que nous allons faire. Êtes-vous candidate à votre propre succession pour les prochaines municipales? Alors écoutez, je vais être franche avec vous, pour le moment je n'y pense pas. Je travaille pour sortir la tête de l'eau déjà des finances de la ville. Je continue le travail que j'ai commencé avec l'ANRU, puisqu'on voit bien que Cayenne change de visage. Il y a des petites choses effectivement qui ne sont pas parfaites, donc j'y travaille, je m'y attelle. Donc je verrai, même si je ne vous cacherai pas ce soir que mes deux fils ne veulent pas. Bon, et ce ne sont pas eux qui commandent. J'ai un engagement politique, c'est moi qui vais décider au moment voulu. Continuons justement dans les questions en termes d'engagement politique. Auriez-vous des ambitions pour la collectivité territoriale, pour la présidence? Pas du tout, pas du tout. On me prête justement, mais alors que pas du tout, pas du tout. Pour le moment, si je dois être candidate, je vais être candidate à ma propre succession. Mais aucune autre ambition, peut-être nationale un jour. Revenons au présent, avec les vacances scolaires qui ont débuté. Malgré les restrictions budgétaires, quels sont les grands événements auxquels nous convie la ville de Cayenne? Alors, nous avons édité un guide des manifestations qui auront lieu à Cayenne, mais nous spécifiquement, nous Cayenne, justement pour sortir la tête de l'eau, nous avons quand même gardé le Cayenne Podium Vacances pour pouvoir occuper les jeunes. Nous allons mettre en place des job dating également dans les quartiers. Et puis, bon, malheureusement, la baignade surveillée, non seulement pour des raisons budgétaires, mais aussi par rapport à la qualité des eaux, puisque nous tenons compte en tout cas des avis de l'ARS, et des avis que je ne comprends pas d'ailleurs, puisque pas plus tard qu'hier, nous avons reçu un avis de l'ARS d'excellente qualité, eau de baignade excellente qualité. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, par rapport à nos problèmes budgétaires, j'avais fait le choix de ne pas remettre la baignade surveillée, mais par contre j'avais demandé à mes services de trouver quand même une alternative pour les enfants qui viennent sur la plage. Donc c'est-à-dire un bassin rempli d'eau potable pour pouvoir permettre aux enfants d'aller patauger dans l'eau plutôt que dans la mer. Voilà. Parce que bien souvent les familles se déplacent sur la plage mais ne vont pas se baigner. Les familles ne vont pas se baigner et donc ce sont plutôt les enfants qui vont dans la mer. Aujourd'hui, bon, on y travaille. Revenons au Tour de Guyane. Il n'y aura certes pas d'arrivée place des Palmistes, mais il y aura d'autres animations autour de cet événement, donc à la ville de Cayenne. Alors écoutez, je ne suis pas contributaire justement du Tour de Guyane, puisque j'ai été claire et franche avec le président au mois de février en lui disant la Chambre régionale des comptes est chez nous, et j'ai promis, je me suis engagée à supprimer en tout cas des opérations financières. Par contre, je suis très déçue de savoir que l'arrivée ne se fait pas à Cayenne.
sur la place des Palmistes. Donc on sait bien que c'est une fête populaire, c'est une liesse populaire. C'est le signe d'ailleurs de la fin des vacances. J'ai quand même appelé Monsieur le Président de la CTG hier matin pour en discuter avec lui, qui m'a répondu ce matin en me disant qu'il avait déjà acté et conventionné avec le comité cycliste et que c'était à la demande du président. Je suis vraiment très déçue parce que je trouve qu'il y a un peu de mesquinerie, parce qu'on ne pense pas aux personnes âgées qui sont dans le centre-ville, on ne pense pas aux familles qui n'ont pas de moyens de locomotion pour venir assister à l'arrivée devant l'hôtel de la collectivité territoriale de Guyane. Moi, je pense que le comité aurait dû y penser, le président également, parce que même si la mairie n'a pas d'argent, je pouvais toujours mettre en place la logistique, les barrières, ma police municipale 24/24, et puis des agents certainement volontaires qui aiment aussi la petite reine. Donc, je ne sais pas, apparemment, c'est une fête de non-recevoir, une réponse de non-recevoir, donc je ne peux rien dire, je ne peux pas parler, simplement dire que la CACL est toujours partenaire officiel du maillot blanc, et la RCT a pris le relais de la ville, puisque c'est la Régie communautaire des transports qui est partenaire du maillot rose. Merci beaucoup, Madame le maire, d'avoir bien voulu répondre à nos questions et à Merci. notre invitation. Politique toujours, avec une passe d'armes ce matin entre le sénateur Patient et la ministre des Outre-mer durant une session de questions au gouvernement. Alors que Georges Patient l'a questionné sur les dispositions fiscales du livre bleu et sur la surrémunération des fonctionnaires Outre-mer, la réponse d'Annick Girardin a provoqué des huées, obligeant le président du Sénat à ramener le calme au sein de l'hémicycle. Je vous laisse écouter l'intervention de monsieur le sénateur. Madame la ministre, depuis la présentation toute récente à l'Élysée du livre bleu Outre-mer, des voix ne cessent de s'élever pour dénoncer deux mesures, à savoir la modulation des paramètres du dispositif d'abattement d'impôt sur le revenu et la suppression de la TVA non perçue récupérable. Parce qu'elles mettent en cause des avantages acquis de longue date, elles font l'objet de vives critiques. Pour certaines, il s'agit purement et simplement d'un coup de massue fiscal au milieu des promesses. Pour d'autres, je cite, « Ce tour de passe-passe faisant passer des économies faites sur le dos des ultramarins pour un investissement accru de l'État en Outre-mer est tout simplement méprisable. Pouvez-vous nous garantir que ces économies de 680 millions d'euros réalisées à partir de ces deux impôts d'État seront réellement et intégralement reversées aux Outre-mer? S'agissant de l'abattement d'impôts, quel sera le niveau de revenu fiscal de référence retenu pour désigner les foyers fiscaux les plus aisés? Permettra-t-il aux nombreux ménages modestes qui échappaient jusqu'à présent à l'impôt sur le revenu de rester non imposables? Je pense tout particulièrement à la Guyane et à Mayotte, qui déjà ont des taux d'abattement supérieurs aux autres DROM. Dernier point, Madame la ministre, qui fait aussi polémique. Le président est revenu une fois de plus sur la surrémunération, déclarant que c'est la surrémunération des uns qui crée la pauvreté des autres. Soyons lucides. Faut-il comprendre, Madame la ministre, que le gouvernement nous prépare ainsi à la suppression de la surrémunération? Oui, je reprends aussi à mon compte une mesure d'égalité visant à ajuster à la marge le dispositif d'abattement d'impôt sur le revenu. J'ai en revanche décidé effectivement qu'il ne serait pas supprimé et que plus de 80% de ceux qui bénéficiaient de cet avantage continuent à en bénéficier. Là encore, je veux effectivement vous dire que si j'ai repris à mon compte cette proposition, c'est que 100% de l'économie faite sera reversée au territoire d'outre-mer pour effectivement construire des écoles, construire des routes, faire en sorte qu'on puisse récupérer les retards que les territoires d'outre-mer connaissent et surtout ceux qui sont les plus en difficulté. Et oui, pour la Guyane et Mayotte, il y a une mesure particulière parce que ces territoires ont besoin d'être attractifs et donc ils seront classés totalement en zone franche d'activité renforcée. Et une dernière mesure, non, la surrémunération ne sera pas remise en cause dans les territoires d'outre-mer par ce gouvernement. Un mot d'économie avec les nouveaux projets de la société Total. Le groupe qui a formulé une nouvelle demande de forage pétrolier au large de la Guyane en mai dernier présentait ce matin son projet d'exploration maritime prévu pour 2019. Pierre Tréfou y a assisté. À plus de 150 km des côtes guyanaises, l'entreprise pétrolière Total prévoit de réaliser un puits d'exploration pétrolière au début de l'année 2019. Le forage envisagé sera effectué depuis un navire de forage par 2000 mètres de profondeur d'eau. Après une enquête publique qui ouvre le 26 juillet prochain au 23 août, l'État prendra ensuite la décision d'autoriser l'entreprise pétrolière française à un forage d'exploration.
Ce récif a été parfaitement décrit et décrit d'ailleurs dans notre dossier qui a été déposé. L'ensemble de ces campagnes océanographiques est allé mesurer l'emplacement du forage qui est d'ailleurs positionné à 2100 mètres de profondeur. On est localisé 30 km au-delà de ce talus continental. Effectivement, on est allé aussi décrire ce récif qui est un récif rocheux en bordure du plateau continental. D'ailleurs, on est parfaitement conscient qu'il y a un peu de biodiversité qui s'y développe. Tout ça est parfaitement renseigné dans le dossier environnemental qui a été déposé et qui sera consultable dès le 16 juillet. Le forage d'exploration déterminera la présence ou non de pétrole dans le sol guyanais, déjà observé entre 2010 et 2013 lors d'une précédente campagne. L'objectif du nouveau puits sera donc de pouvoir décider ou non du lancement de l'exploitation du pétrole guyanais en haute mer. Ce projet d'exploration pétrolière n'aura pas de grandes retombées économiques pour le territoire. Cette phase d'exploration, étant d'une durée limitée, a fait appel à un navire de forage opéré par un personnel spécialisé. Pendant ce projet d'exploration qui va durer 1 an, les retombées économiques seront relativement limitées. À la fois, on aura essayé de maximiser notre impact par l'utilisation du port de Dégrade des Cannes pour notre base logistique, en soutien aux opérations. Et puis, on a effectivement aussi débloqué un fonds de soutien sur des secteurs clés avec la collectivité territoriale de Guyane pour apporter un soutien aux industriels et aux PME. À hauteur de combien ? 10 millions d'euros, mais qui seront débloqués au fur et à mesure de présentation de projets qui doivent être pertinents. Si la phase d'exploration a été validée par l'État et qu'elle démontre la présence d'hydrocarbures au large des côtes guyanaises, les phases de construction et d'exploitation pourraient démarrer fin 2009. Direction à présent la Martinique où plusieurs réseaux de prostitution ont été démantelés ce week-end au quartier Terre-Saint-Ville à Fort-de-France. L'enquête dirigée par la police aux frontières a mené à la mise sous scellé de 3 logements et la mise en examen de 4 individus pour proxénétisme. Pour rappel, l'acte de prostitution en lui-même n'étant plus une infraction depuis 2016, ce sont surtout les têtes des réseaux qui étaient visées. Explication de Sandrine Claude. Tout commence en mai 2017. La police aux frontières reçoit plusieurs éléments concernant des réseaux de prostitution à Terre-Saint-Ville. Des renseignements qui permettent de cibler 3 logements situés rue Pierre-Sémar et Robespierre. Les habitations font l'objet d'une étroite surveillance durant des mois. Le mode opératoire des prostituées est alors débusqué. Des dominicaines d'origine qui avaient acquis la nationalité vénézuélienne de manière à pouvoir rentrer sur le territoire avec un passeport vénézuélien en cours de validité. Parce qu'il faut savoir que les Vénézuéliens peuvent rentrer chez nous et y rester 3 mois avec un seul passeport, alors que les Dominicains, il leur faut un visa. Donc partant de là, on s'est intéressé un peu à cette filière et on s'est aperçu qu'en fait, elle venait pour se livrer à la prostitution. Le constat étant fait, la police renforce ses contrôles aux frontières. Quand on avait des gens qui arrivaient avec un certain profil, on leur demandait d'attendre et ensuite on leur demandait de nous présenter le viatique, c'est-à-dire la réservation de la chambre d'hôtel pour 3 mois. La somme d'argent nécessaire pour vivre là 3 mois, l'assurance pour pouvoir être rapatrié, etc. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait des réservations d'hôtel qui avaient été faites, certes, mais qui n'avaient jamais été honorées. C'est-à-dire que les gens n'allaient jamais à l'hôtel. Donc voilà, tout ça, on a gratté un peu. Et puis c'est comme ça que la PAF a travaillé sur ce dossier. Le 27 juin dernier, l'enquête donne lieu à une vague d'interpellations. 9 individus, 5 femmes et 4 hommes âgés de 24 à 78 ans. Ils sont de nationalité française, dominicaine, haïtienne et espagnole. 4 d'entre eux sont présentés au juge d'instruction. 2 propriétaires de logements à qui il est reproché notamment ce qu'on appelle classiquement du proxénétisme hôtelier, c'est-à-dire en l'occurrence le fait de mettre à la disposition de personnes se livrant à la prostitution un logement, et 2 autres personnes qui ont été mises en examen pour avoir en l'occurrence, ce qui leur est reproché, c'est d'avoir recueilli les fonds issus de cette prostitution. Ce dossier est pour le procureur un premier coup de frein à l'expansion du proxénétisme dans le quartier. La population au niveau des Terre-Saint-Ville nous le demandait déjà depuis un certain temps. C'est un objectif que nous avions fixé avec les services de la préfecture, avec les services de la mairie ici de Fort-de-France, avec donc ce constat de ce que ce proxénétisme prenait une ampleur trop importante dans ce quartier des Terre-Saint-Ville et au détriment de la population locale. Et c'est la raison pour laquelle il était, je crois, urgent d'intervenir. Les 4 individus ont été mis en examen pour proxénétisme et traite des êtres humains aggravés. Ils encourent une peine de 10 ans d'emprisonnement.
Restons en Martinique où, alors que les départs en vacances sont déjà amorcés, la préfecture de Fort-de-France est prise d'assaut. Car comme chaque année, entre la mi-avril et la mi-août, les demandes de carte d'identité et de passeport explosent. 650 dossiers par jour au lieu des 350 habituels. Un flux d'activité qui rallonge les délais d'attente, passant de 3 à 9 jours. En interrogeant certains usagers, le passage dans les services administratifs reste un vrai calvaire. La lenteur des traitements des dossiers, l'éternel tard qui gangrène le service public. Il faut s'y prendre très tôt parce que sinon on n'a pas les papiers à temps. Voilà, et puis ils sont un petit peu parfois blasés. Ce qui fait que ça peut être désagréable d'avoir un interlocuteur en face qui ne montre pas sa motivation et qui ne nous montre pas qu'elle a envie d'être là. On subit un peu tout cela. Ce n'est pas facile d'aller à la préfecture, pour plusieurs raisons. Et puis, y aller, vraiment, c'est la croix et la bannière. Les examens scolaires terminés, les grandes vacances qui débutent, les gens se pressent pour faire ou refaire leur papier d'identité à la dernière minute. Ici, on était à 350 demandes de cartes et autant de passeports avant le mois d'avril. Aujourd'hui, en ce début de long congé, c'est le double qui est traité par ces agents du service du centre d'expertise. Il faut anticiper ses déplacements, même si on ne sait pas encore si on va voyager, faire sa demande dès le début de l'année. Et puis comme ça, on peut à la fois programmer un voyage tranquillement, saisir des opportunités de promotion de voyage et ne pas être dans la phase de ce pic qui rallonge forcément les délais. À la fois les délais de traitement au sein du centre d'expertise et de ressources titres CNI Passeport, mais aussi le temps de fabrication de ces titres, puisque ce sont des titres sécurisés, donc qui sont fabriqués en métropole et qui reviennent, donc ils sont acheminés vers la mairie qui a recueilli les titres. Donc tous ces phases mises bout à bout sont rallongées parce que le flux de demandes est important, aussi bien en Martinique que dans tout l'Hexagone. Le délai pour la délivrance des titres d'identité se situe principalement dans l'instruction du dossier. Une fois le dossier parti en préfecture, s'il ne manque rien, comptez en moyenne 9 jours pour réceptionner le précieux sésame contre 2 à 3 jours le reste de l'année. Pour rappel, le service état civil et passeport de la mairie de Cayenne sera fermé jeudi 12 juillet. Abordons à présent un thème dont nous ne nous lassons pas chez ATV, la mise en lumière des espoirs guyanais. Aujourd'hui, ce sont 40 élèves de la filière BTP qui se sont vus remettre le prix de l'excellence, auréolant un parcours scolaire accompli. Gaël Oassim en a profité pour nous présenter l'une des lauréates, Marie Coral. Dans quelques années, le secteur du bâtiment prendra un coup de jeune. Et comme pour les encourager sur cette voie, voire mieux les séduire, les professionnels ont voulu mettre à l'honneur les étudiants les plus méritants. Ils étaient une quarantaine ce matin dans les murs de la CTG pour cette remise de prix. Parmi ces élèves, Marie Coral, 20 ans, lauréate dans la section DUT. Cette originaire de Saint-Laurent a connu un parcours d'exception. D'abord un bac général sur les bords du Maroni. Elle s'engage dans un BTS bâtiment à Remire-Montjoly. Elle terminera majeure de la promo anti-Guyane. Marie poursuit sa route à l'université de Guyane où son parcours prend fin avec une licence professionnelle en génie civil et construction en zone tropicale. Toujours motivée, la Saint-Laurentaise intégrera dès septembre une école d'ingénieurs à Paris avec l'objectif à terme de pousser la porte d'un milieu professionnel très masculin. Elle explique ce choix. C'est un peu par hasard, je me suis dit qu'il y aurait toujours de quoi faire, surtout en Guyane. Donc je me suis lancée dans cette voie et j'ai appris à l'apprécier de plus en plus. Malgré la prédominance des hommes dans les métiers du bâtiment, Marie appréhende peu son arrivée, sa future intégration. La plus grande difficulté, c'est peut-être faire ma place dans une équipe masculine, parce qu'ils appréhendent peut-être un peu plus ou ils ont l'impression qu'on n'est pas là, ils nous prennent pas forcément au sérieux, mais après faut rester agréable et puis ça passe tout seul. J'ai été très bien reçue dans tous les stages que j'ai fait, dans toutes les entreprises où j'ai pu me rendre. On m'a pas fait ressentir que j'avais pas ma place dans ce domaine. La Guyane ancrée au corps, Marie part avec la ferme intention d'exercer dans son pays dès la fin de ses études, avec l'objectif de faire bénéficier le département de son expérience. J'ai pour projet de revenir en Guyane et de voir ce que l'avenir me réserve, que j'ai toute ma famille et puis c'est chez moi. Donc, sur Saint-Laurent du Maroni ou plus sur Cayenne ? Si possible sur Saint-Laurent, mais après, tant que c'est en Guyane, ça me va. La fédération du BTP garde un œil fixé sur ces diplômés de la filière qui seront les leaders de demain. C'est le souhait, c'est le combat. Aujourd'hui, la filière est dynamique, pas trop, elle le sera. D'après les chiffres, aujourd'hui, on est sur le starting block. On aimerait que ça démarre justement.
Et effectivement, c'est dans notre rôle de garder la flamme pour que des jeunes Guyanais suivent ce parcours parce qu'il est enrichissant et vraiment être dans le BTP, c'est une très belle chose. Avec la volonté affichée de rattraper le retard structurel, il est clair que la Guyane aura besoin de bras, mais aussi de cerveau dans un avenir proche. C'est la fin de ce journal, mais avant de refermer, je vous propose de revenir sur les principaux titres de ce 10 juillet. Bientôt une deuxième étoile sur le maillot des Bleus. Après s'être imposé face à la Belgique 1-0, il ne reste plus qu'un obstacle avant que les hommes de Didier Deschamps ne s'emparent de la Coupe du Monde. Des images de l'engouement guyanais étaient proposées dans votre journal. Nous recevions ce soir la maire de Cayenne, Marie-Laure Finara-Hort, a répondu à notre invitation. Nous avons abordé ensemble le cas de tuberculose détecté dans ses services, le déficit de la commune et le nouveau tracé du Tour de Guyane. Après les Bleus, deuxième réussite du jour, mais locale cette fois-ci. 40 élèves en filière de bâtiments et travaux publics se sont vus décerner le prix de l'excellence pour la qualité de leur parcours scolaire. Un moment de fierté que nous avons partagé avec vous. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonne soirée.